Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro de Super Friends, l'émission qui va à la rencontre des gens qui font vivre la culture bande dessinée par leur travail au quotidien. Et aujourd'hui, on va sortir de nouveau, puisqu'on aime bien le faire de temps en temps, du registre pur et dur de la bande dessinée américaine pour s'intéresser à de la bande dessinée numérique, mais aussi à une forme de média d'information. Donc c'est à la croisée de Super Friends et de The Pulse pour ceux qui écoutent le podcast, parce qu'on va aussi parler un petit peu de communication et d'information au numérique. Et donc aujourd'hui on va parler de quoi ? Eh bien on va parler de Matin Quel Journal. C'est une publication qui a été lancée au printemps 2020 exclusivement sur Instagram et qui propose depuis de façon quotidienne des strips, des bandes dessinées sur des thématiques aussi diverses et variées que l'écologisme, le féminisme, il y a quoi, la sexualité aussi de temps en temps. Et pour en parler aujourd'hui, on est ravis d'accueillir la rédactrice en chef de ce média, Clotilde Palua. Bonjour à toi. Bonjour Arnaud. Et je suis déjà ravi de pouvoir t'accueillir pour parler de ce genre de média qui est assez neuf, et on va pouvoir un petit peu discuter de tout ce que tu as eu envie de faire là-dessus. Mais comme c'est la première fois que tu viens dans le podcast, il faut passer par une épreuve obligatoire et par un concours de claquettes, je te rassure, mais simplement est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire un petit peu ton parcours pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas ? Eh bien oui, je m'appelle donc Clotilde Palua et je travaille chez Dargaud depuis une dizaine d'années. Et depuis il y a 2 ans et demi à peu près, j'ai proposé à Dargaud de lancer un projet numérique qui irait chercher des jeunes talents. Et c'est comme ça qu'est né Matin, après de grandes réflexions. Et aujourd'hui, j'en suis la rédactrice en chef. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu juste ton parcours, comment tu es arrivé à travailler chez Dargaud et quel était ton poste avant ? Ok, alors mon parcours, eh bien j'ai fait des études, j'ai fait l'IEP de Lyon, si on remonte loin, je suis rentrée en stage chez Dargaud à la presse. J'ai été pendant 5 ans à l'événementiel et à la presse. Puis ensuite, je suis passée à la diffusion, à la relation libraire, et je suis revenue chez Dargaud ensuite pour monter ce projet qui est Matin. D'accord, est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce qui t'a amené à vouloir monter un projet qui donc à la base c'était quelque chose, tu voulais faire quelque chose de numérique déjà ? En fait, ça fait longtemps que Dargaud... En fait, même pour en revenir à la jeunesse, depuis, je dirais dans les années 2010, il y a eu une sorte de fébrilité chez les éditeurs de bande dessinée qui voyaient la musique se casser la gueule, par exemple, et qui se sont dit, en fait, il va se passer la même chose avec nous et le livre va devenir numérique. Et donc, dans les années 2010, les éditeurs étaient fébriles et allaient chercher un peu partout tous les moyens de faire de la bande dessinée numérique. Il y a eu des projets comme Isneo qui sont nés, et encore plein d'autres choses. Et les auteurs et les autrices aussi se sont mis à réfléchir à comment on pouvait faire de la BD numérique. Donc il y a eu Professeur Cyclope, Les Autres gens de Thomas Cadenne. Enfin, il y a eu plein de propositions que j'ai regardées avec attention, comme la plupart de mes confrères de la bande dessinée. Et puis, la fébrilité s'est tassée. On a vu qu'on continuait à vendre des livres papier. Mais en réalité, chez Dargaud, ça fait un bout de temps qu'on réfléchissait à comment nous, on essaye aussi de se positionner sur le numérique. Maintenant qu'on sait qu'on peut continuer à vendre des livres papier, qu'est-ce qu'on peut inventer, nous ? On a nos collègues chez Dupuis qui ont lancé la Webtoon Factory. Et donc voilà, nous, on s'est amusé à réfléchir à ça. Donc ça vient pas de nulle part, c'est quelque chose de latent. Et j'ai eu envie... et ça a coïncidé avec les envies du DG de Dargaud à ce moment-là, d'essayer de chercher une formule numérique. Voilà. C'était quoi tes axes de réflexion alors ? Alors c'était comment on s'adresse à la jeunesse ? Est-ce qu'en s'adressant à la jeunesse, on peut aller chercher des nouveaux lecteurs, des nouvelles lectrices ? Comment on va chercher des nouveaux talents ? Comment on crée une sorte de laboratoire, une pépinière pour des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices ? Parce que faire un livre, s'engager pour faire un livre, en fait, c'est le temps long en tant qu'éditeur. Donc, si jamais quand tu signes avec un auteur ou une autrice, en réalité, tu t'engages parfois pour 1 an et demi de travail. Et comment on essaye de réduire ces temps pour faire une véritable pépinière, quoi. Voilà, s'amuser à réfléchir avec des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices. Ça, c'était c'était les axes de réflexion. Et puis, il y avait aussi un autre point qui était, nous, on est assis sur un héritage qui est celui de Pilote, le magazine, qui s'amusait à réfléchir dans les années 60, qui a été lancé par Charlier, Goscinny et Uderzo, et qui a vu naître des héros qu'on dit patrimoniaux aujourd'hui, comme Lucky Luke, Blueberry, Astérix et Obélix, Achille Talon. Enfin, il y a un paquet de héros qui sont nés dans les pages du magazine Pilote.
Et Pilote a été aussi un super tremplin pour plein de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices. Il y a eu, qui a été publié, il y a eu Bretéché, il y a eu Sestac. Bon, on a cité Uderzo, on a cité Goscinny. Enfin, je crois que dans les stats, il y a une vingtaine d'auteurs qui ont plus été récompensés à Angoulême. 23. Après, 23, c'est ça. Voilà. C'est fou. Donc voilà, nous, on a cet héritage chez Dargaud, qui est Pilote, qui est le magazine qui s'amusait à réfléchir, qui allait chercher des nouveaux talents. Et donc on s'est dit, comment on fait une nouvelle version de Pilote ? Comment on continue à s'amuser à réfléchir et à continuer à être impertinent, un peu irrévérencieux quand on peut. Et donc, c'est assez naturellement qu'on s'est dit, en réalité, on va faire un magazine, mais cette fois-ci sur le numérique. Là où sont les gens, en fait, les lecteurs, les lectrices, les auteurs, les autrices, Instagram est venu assez naturellement. Alors, je vais rebondir sur plusieurs points de ta réponse. La première, même par rapport à l'héritage de Pilote, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une envie même de reprendre la marque Pilote ou même de retenter l'expérience Pilote en papier, parce que je vois par exemple dans la salle où on est, il y a un hors-série de Spirou qui reprend le nom de Pilote. Donc ça, c'était pas quelque chose qui voulait, parce qu'on l'a vu, et encore peut-être pas à l'époque de ta réflexion, mais aujourd'hui, qu'il y a pas mal de revival en fait de Pif et tout ça. Voilà, il y a eu Pif, il y a Métal Hurlant, il y a même des Fantasques qui se relancent. Donc il y a vraiment en fait parfois une envie de remettre sur le papier les grandes revues d'il y a quelques décennies. Ça, c'était pas quelque chose qui voulait. Là, on avait vraiment envie d'inventer quelque chose. Je sais pas si... de temps en temps, il y a des épisodes, des numéros spéciaux de Pilote qui sortent. De là, en faire un vrai revival, en tout cas, c'est pas dans les réflexions du moment. Nous, notre écho à Pilote, il est en interne, il est dans notre nom. En fait. Dans le nom déjà. Donc, Pilote a eu plusieurs slogans qui a été donc le journal qui s'amuse à réfléchir, le journal d'Astérix et Obélix, et puis il y a eu un temps Matin, quel journal, et Matin avec un accent circonflexe sur le A, c'est une interjection un peu surannée comme Fichtre ou Sapristi pour exprimer la stupeur ou l'étonnement. Et nous, on a aimé jouer avec cet écho et avec l'homonymie avec le Matin pour poster tous les matins sur Matin. Donc c'est un peu notre revival de Pilote. Ouais. Et l'autre point sur lequel je voulais rebondir aussi, c'était juste au tout début de ta réponse d'avant, c'était le lien entre numérique et jeunesse, parce que pour toi c'est évident en fait que quand tu fais quelque chose de numérique, c'est que tu vas t'adresser à des jeunes. À quelle catégorie de jeunes particulièrement ? Non, alors c'est pas évident que si tu fais du numérique, tu t'adresses aux jeunes, parce qu'on sait que, tout le monde est sur le web. Même dire cette phrase est vieille. Mais c'est vrai qu'Instagram est un réseau qui réunit principalement des 15-35. Et donc c'est plutôt ça le cœur de cible aujourd'hui. En sachant qu'il y a quand même un phénomène qu'on observe, c'est que les lecteurs, les lectrices qui se tournent parfois vers le manga, à l'adolescence. Et l'enjeu, c'est d'essayer de les raccrocher à un moment vers la BD franco-belge, ce que nous, on porte en tant que chez Dargaud. Et on trouvait que c'était astucieux aussi de retrouver de la BD franco-belge sur un réseau qui réunit beaucoup des lecteurs qui sont potentiellement des lecteurs de manga. Et très rapidement, alors, c'était à quel moment est venue l'idée de faire du strip quotidien ? Parce que tu avais, on va dire que tu savais que vous vouliez faire quelque chose de numérique, très bien, que ce sera sur Instagram, très bien aussi. Mais après, il y a les modalités de publication. Et à quel moment ça t'est venu de dire, on va faire une BD par jour, en tout cas une planche de bande dessinée par jour, avec les possibilités qu'offre Instagram, c'est-à-dire de poster des images en galerie. En carrousel, pardon. En carrousel, ouais, de 10 cases. On avait envie de tenir une promesse quotidienne. Alors pourquoi quotidienne ? En tout cas, plusieurs fois par jour, c'était pas possible, parce qu'il faut produire quand même du contenu et ça demande quand même beaucoup de travail de faire un strip de BD, tant pour l'auteur ou l'autrice que moi à la relecture, à l'accompagnement, etc. Donc il me semblait que c'était une bonne temporalité de poster tous les matins sur Matin. Enfin, tu vois, il y a cet écho à la dimension quotidienne qui collait bien. C'est vrai qu'on aurait pu se dire, on va pas poster le week-end, mais on est soumis aux aléas d'un algorithme. Et pour faire plaisir à l'algorithme, c'est bien d'être archi régulier en postant tous les jours à la même heure. Ouais, parce que j'ai vérifié du coup en montant, il y a vraiment là presque 900 posts, donc de 2 ans et quelques, ça fait vraiment une cadence assez lourde à tenir. Comment tu montes le projet ? C'est-à-dire pour réunir tes auteurs, tes autrices, comment tu vas les chercher, comment tu vas aussi savoir de quoi vous allez parler, parce que donc t'es rédactrice en chef, donc il faut aussi fixer une ligne éditoriale. Vous faites des strips dans l'ensemble engagés sur des thématiques sociétales. Donc ça aussi, comment tu as voulu le définir ? Parce que tu aurais pu dire,
on va faire de l'humour ou de la fiction, même pour proposer des fictions sur Insta. Il y avait plein de choses à faire. Ouais, j'aurais pu dire ça. Donc le projet, de toute façon, tu mets l'énergie que tu as toi dans un projet, et le projet naît de mon éco-anxiété. Tu vois, on est nombreux à avoir à un moment vécu une sorte d'énorme dépression écologique en réalisant ce qui nous arrivait dessus. Et donc je me suis dit, c'est absolument de ça dont il faut qu'on parle, sans être moralisateur, sans être déprimant, en essayant d'être léger, mais sur des sujets archi lourds, et toujours de notre promesse de s'amuser à réfléchir. Donc au début, à la jeunesse de matin, la ligne c'était, on parlait d'écologie. Donc on parlait de permaculture, on parlait de plastique, on parlait de procrastination écologique, et voilà. Et fatalement, quand tu te mets à interroger un rapport de domination, en l'occurrence celui de l'humain sur la nature, tu commences à t'ouvrir à d'autres rapports de domination, donc l'humain sur l'animal, et c'est comme ça qu'on est venu à parler de maltraitance animale, de l'homme sur la femme, c'est comme ça qu'on est venu à parler de féminisme, du blanc sur le reste du monde, c'est comme ça qu'on est venu à parler de racisme avec une autrice qui s'appelle Silky, et qui est une autrice coréenne, ouais. Elle fait une série qui s'appelle Kimchi Baguette et elle nous livre un peu son rapport d'étonnement quotidiennement sur sa vie, elle, de coréenne en France. Donc en fait, la ligne s'est ouverte petit à petit, d'abord parce que c'était pas vraiment tenable de ne parler absolument que d'écologie. Enfin, au bout d'un moment, c'est trop lourd. Et à mesure qu'on s'est ouvert à ces sujets, on a aussi ouvert à des sujets un peu de culture. On a une série qui s'appelle L'école des lettres, qui met en scène des auteurs et des autrices romantiques du 19e siècle. Donc il y a eu Victor Hugo, George Sand, Louise Michel, Baudelaire, qui se retrouvent dans la même cour de récré. Et donc on imagine comment ils auraient interagi s'ils avaient eu 9-10 ans en primaire ensemble. Comment ils écrivent des lettres d'amour à leur compagne. C'est ça, et c'est hyper marrant. Et là, on parle juste de culture, quoi. Et en fait, c'est une soupape, vraiment une respiration sur le fil de matin, de réussir à essayer de tenir un équilibre entre, aujourd'hui, on va te parler du tout plastique, mais demain, tu auras un épisode de l'école des lettres pour récupérer un peu et souffler, et puis après-demain, on te parlera peut-être de maltraitance animale, mais voilà, on essaye vraiment de tenir cet équilibre. Et puis tu as même de l'actualité, puisqu'il y a un strip qui s'appelle Mamie Matin, qui d'ailleurs fait partie aussi des premiers qui arrivent sur la plateforme, parce que la plateforme, le compte se lance le 15 avril 2020, ouais. Donc à peine un mois après le premier confinement de la pandémie de coronavirus, et qui réagit très rapidement, en fait. Alors d'abord avec un axe d'écologie, puisque en fait l'histoire met en scène Macron qui recrute Mamie Colette, qui est la nouvelle ministre de l'écologie, qui vient en fait rappeler à Macron qu'il est nul, hein, grosso modo. Mais après on va sur d'autres sujets, parce que ça va réagir tous les mercredis un petit peu à l'actualité, donc aux casseroles du gouvernement et des plans de la gestion de la pandémie, aux nominations des nouveaux gouvernements et tout ça. Donc il y avait aussi une volonté de faire un peu de politique. Alors là, non, parce que le reste est déjà politique, mais là c'est directement, puisque ça caricature les hommes politiques d'aujourd'hui. Ouais, il y avait cette volonté de faire de l'actu chaude, tu vois, de chroniquer vraiment la semaine qui venait de passer, avec ce regard gentiment acide qu'a Tiffaine de Cointet sur le gouvernement, et qui plaisait bien. Et c'est vrai qu'au début, Colette, Mamie Matin, avait été recrutée parce qu'un algorithme puissant de l'Élysée avait décrété qu'elle était la future ministre de l'écologie. Et puis, de fil en aiguille, en fait, comme tout, enfin, comme la ligne a évolué, Mamie Matin a évolué, et elle est devenue une sorte de Jiminy Cricket de Emmanuel Macron, et a posé sur son épaule et un peu le renvoyer, le repousser dans ses retranchements. Et c'est vrai qu'elle nous accompagne depuis le tout début. Et tous les mercredis, Tiffaine de Cointet chronique l'actu chaude. Et j'y tiens énormément. D'abord parce qu'elle me fait marrer, parce que j'aime beaucoup travailler avec Tiffaine, parce que je trouve que c'est un strip de super qualité. Mais en plus parce que j'aime bien qu'on en revienne à des sujets vraiment du quotidien aussi, quoi. Parce que c'est compliqué de... On n'aurait pas pu faire de l'actu chaude tous les jours. T'imagines le boulot que c'est. Là, la plupart des strips qu'on propose, c'est le temps long, ce sont des sujets de fond et tout ça. Donc parfois, il y a des strips qui sont prêts depuis un mois quand ils sont publiés. Là, avec Tiffaine, le lundi matin, elle commence à réfléchir au sujet dont elle va parler. Le lundi soir, j'ai un board. Le mardi, on fait du def. Et puis le mercredi matin, c'est posté.
Ah d'accord, donc c'est un gros rythme soutenu. Mais comment tu choisissais les sujets, mais aussi les équipes créatives? C'est-à-dire, c'est des gens qui te présentaient des dossiers, c'est toi qui as dû faire un travail de veille aussi pour voir les illustrateurs, illustratrices qui travaillaient peut-être déjà sur Instagram ou sur des blogs BD. On sait pas, parce qu'on est quand même dans cette approche-là de la bande dessinée. Après, c'est mais pas que, mais c'est des gens quand même qui bossaient déjà sur le numérique. Pour qu'ils soient à l'aise en fait avec la prose, tu vas pas demander à Jean qui fait de la BD depuis 40 ans en tradi, forcément de se mettre sur un réseau et des techniques de narration du coup qui sont quand même très différentes d'une planche normale. Oui, alors au début, mais même aujourd'hui encore, je chinais sur Insta, quoi. Et je regardais les coups de crayon, la patte, l'humour des personnes qui m'intéressaient, puis je les contactais. En réalité, Instagram sert de vitrine aux auteurs et aux autrices. Hein. Enfin, c'est vraiment devenu, c'est leur book, quoi. C'est leur book en ligne. D'ailleurs, s'il y a des auteurs, des autrices qui nous écoutent ici, alimentez votre compte, hein, parce que je suis pas la seule à faire ça. Et au début, c'était compliqué parce que je proposais un projet qui était un peu flou. On va faire un truc, on va publier tous les matins. Et il y a eu pas mal d'autrices qui tout de suite se sont montrées enthousiastes. Maïté Robert, Mick Anquet, Tiffaine de Cointet qui fait Mamie Matin dont on vient de parler, Sandrine Deloffre. Elles ont toutes sauté à pieds joints en disant ah ouais, trop bien, vas-y, on essaye, quoi. Et maintenant, c'est différent. Bon, et puis il y a aussi que je travaille pas mal avec des écoles aussi. Donc je vais rencontrer aussi les étudiants et les étudiantes. Et maintenant, je reçois beaucoup de DM d'auteurs et d'autrices qui aimeraient bien participer. Et enfin, c'est plus fluide, quoi. Alors comment tu sélectionnes qui peut venir un matin et qui peut pas ou qui doit attendre? Ça doit être le plus dur, j'imagine. Ouais, alors après, ça c'est un travail d'éditeur, quoi. C'est-à-dire il y a aussi tes affinités avec la patte de la personne en face de toi. Donc c'est beaucoup de l'humain aussi, beaucoup voilà, si je suis parfois séduite par un projet et moins par une patte graphique. Et dans ce cas-là, je propose un autre dessin. Enfin, c'est vraiment de la tambouille éditoriale dont on a chacun une recette qui est assez personnelle, je pense. Sur la ligne, en revanche, pour le coup, il m'arrive de commander des sujets parce que j'ai lu un article, un essai, un truc ou un machin qui me semble être, dont j'ai vraiment envie qu'on parle sur Matin, et de dire à tel auteur, telle autrice, tu voudrais pas parler de ça? Regarde, j'ai de la doc, et puis on fait ça ensemble. Et puis à d'autres moments, quelqu'un me propose un sujet auquel, qui vient de nulle part et dont j'avais jamais entendu. Exemple type, on a une série qui s'appelle Le cœur des obes et qui parle de contraception masculine. La première fois que Bobika, l'auteur, m'a contacté, j'étais ouais, bof, c'est quoi ce truc? À l'époque, on n'était pas en train d'en parler de partout, tu vois. Et puis le temps que ça mûrisse, un mois plus tard, je dis mais oui, en fait, faut le faire, c'est évident. Et ça, c'est parce que c'est aussi ces talents-là qui regardent le monde changer et qui proposent des sujets et qui viennent me nourrir et on rebondit ensemble, quoi. Et c'est toi qui choisis tout seul ou t'as un comité de rédaction, enfin t'as des assistants, des assistantes qui t'aident? Enfin, comment concrètement ta méthode de travail là? Alors, je choisis toute seule. Ouais. Je suis toute seule à l'édito. Donc on t'a laissé carte blanche en fait pour vraiment tout gérer. Okay. Mais je travaille dans une maison d'édition entourée de plein de gens extrêmement talentueux, extrêmement malins et intéressants. Donc il y a une éditrice, Pauline Mermet, qui est la directrice de la collection Matin, dont on va peut-être parler ensemble tout à l'heure, et à qui je soumets souvent des réflexions en disant qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ceci. Et puis autour de moi, enfin vraiment, les collègues sont super partie prenante apprécient Matin, même si c'est pas leur boulot principal, et j'aime bien leur demander leur avis sur des sujets. Et puis surtout, je suis accompagnée d'une jeune femme qui s'appelle Clara Barnoin et qui est la community manager de Dargo et de Matin. Donc elle fait toutes les stories sur Matin, et par ailleurs, elle a 10 ans de moins que moi, et je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir un peu confronter nos points de vue. Bon, on est quasi de la même génération, et en même temps, 10 ans d'écart. Ça peut faire la différence quand même, notamment sur l'appréciation et l'utilisation des réseaux sociaux. À fond. Il y a des points de vigilance auxquels je n'avais pas pensé de temps en temps, où elle me demande de faire ici un disclaimer sur tel sujet et tout ça. Elle anticipe des choses que j'aurais pas vues, et moi, avec mes 10 ans de plus, d'autres choses. Voilà. Donc je suis seule, mais je ne suis pas seule.
Et d'un point de vue technique aussi, enfin, c'est plus sur le calendrier parce qu'il faut publier quotidiennement. À combien de mois d'avance? Parce que tu disais qu'avant qu'un strip pouvait être prêt un mois avant sa publication. Donc, comment est-ce que tu gères aussi ces plannings-là? Et notamment par rapport à la question de quand tes projets arrivent, tu dois aussi définir ce sera du régulier comme Manu Matin ou ce sera une maxi-série de 12 épisodes comme le voyage polaire sur le premier été que vous aviez fait, par exemple. Chronique du Nord. Voilà, Chronique du Nord. Ou parfois juste des trucs vraiment plus ponctuels parce que justement tu commandes un sujet. Donc ça aussi, comment est-ce qu'on ajuste aussi les plannings en fonction de ce que tu demandes? Alors, il y a plein de façons différentes. Elles sont hyper techniques, tes questions. En même temps, on est là pour parler dans le fond. Hein, il y a je fais en fonction du calendrier de l'année. Par exemple, là, il y a une série qui arrive qui s'appelle Que vois-tu dans le ciel et qui va parler de la pollution lumineuse. On voit de moins en moins les étoiles. Et c'est hyper intéressant. Il y a plein de choses à te dire. Et ça, typiquement, je commence au 21 juin parce que l'été est une période propice à l'observation du ciel. Et donc, c'est cohérent, tu vois. Par exemple, pour l'anniversaire de l'Erika, l'anniversaire. Voilà, c'est le 12 décembre. Je passe un sujet sur les marées noires. À la rentrée des classes, j'aime bien commencer des séries. Par exemple, l'École des lettres, dont on a parlé tout à l'heure, a démarré le jour de la rentrée des classes l'an dernier. Donc, tu vois, je joue avec cette temporalité-là. Pour la Saint-Valentin, on a fait un sujet sur l'impact écologique des roses qu'on offre, qui viennent souvent d'Afrique. Et donc, en fait, les roses sont pas du tout des fleurs de saison en février. Oui, remarque. Voilà, il vaut mieux offrir autre chose, un bon livre par exemple, qu'un bouquet de roses. Donc voilà, je construis mon calendrier comme ça. Donc déjà ça me le remplit. Et après, Mami Matin, comme on vient de le dire, c'est de l'actu chaude. Après, je fais aussi en fonction des programmes des auteurs, des autrices. Il y en a qui ont plein de boulot par ailleurs, donc qui font un strip par mois. Vraiment, c'est vraiment du cas par cas. Ouais, mais après, ça doit être aussi une gymnastique de devoir jongler avec tous les projets que tu as, parce que tu as quand même au moins une dizaine d'équipes en fait, qui travaillent en même temps, si ce n'est plus. Au moins 15, ouais. En même temps, au moins 15, ouais. Et puis en même temps, j'imagine que tu dois avoir aussi une certaine souplesse parce que une équipe parfois peut avoir du retard ou parce que tu as quelque chose qui se passe dans le monde, je sais pas, par exemple un pays qui a envahi un autre et peut-être qu'il y a des trucs à faire en réaction à ça, ou parce qu'il y a une crise de matières premières dans le milieu de la BD que par exemple ça permettra de faire un sujet aussi sur la gestion des papiers dans l'industrie de la BD. Donc ça aussi, tu te gardes une marge de manœuvre à chaque fois. Tu dois, est-ce que le mec le plus technique, est-ce qu'au premier du mois, tu sais déjà tous les 30 jours en fait ce que tu auras de publié, ou tu te laisses une marge de manœuvre pour dire je peux intégrer quelque chose plus rapidement? Ok, j'ai compris ta question. Alors mon planning édito est plein jusqu'en septembre là. Ah ouais. Mais il est en mouvement tout le temps. Donc on enregistre c'est vrai qu'on enregistre là début mai, donc t'as quand même 4 mois d'avance. Ouais, j'ai au moins 4 mois d'avance. Et après, par exemple, tu parlais d'une invasion, donc pour la guerre en Ukraine, on a réagi tout de suite. Et là, tu vois, typiquement, j'ai un collègue éditeur, Thomas Ragon, qui m'a dit, tu sais, il y a cette autrice ukrainienne, elle est super forte que... il me montre son compte Insta, je l'ai contactée dans la foulée, et elle nous a fait 5 épisodes pour chroniquer... hebdomadaire pour raconter la semaine qu'elle avait passée sous les bombes. Hyper puissant, hyper graphique ces épisodes. Et là, tu vois, j'ai été obligée de décaler des choses. Ensuite, il arrive qu'il y ait des charrettes et qu'un auteur, je dis un auteur parce qu'à chaque fois ce sont des hommes, m'envoie le strip vraiment à la dernière minute. Et quand je dis dernière minute, c'est minuit et demi, la veille du passage. Et puis, il arrive évidemment que là, typiquement, quelqu'un est malade, et je décale tous ces épisodes en attendant qu'il aille mieux. Tiens, prenez des notes, les garçons. Oui. Il faut être à l'heure. T'as observé ça quand ça s'est passé comment, le lancement aussi? Parce que c'était des conditions particulières, donc on était tous confinés. Alors forcément, on a vu que les usages du numérique avaient un petit peu augmenté, parce que après, c'était plus sur les plateformes de streaming et tout ça, mais en même temps, est-ce que... c'était prévu déjà de le lancer au printemps 2020 ou vous voulez attendre, ou est-ce que vous avez peut-être accéléré la production en disant c'est le moment, les gens ont rien à faire chez eux, enfin rien à faire façon de parler mais les gens sont enfermés chez eux en tout cas et on peut leur proposer, c'est un moment propice en fait pour leur proposer ce genre de nouveaux médias?
Alors, notre réflexion au début... Est-ce que vous avez provoqué la pandémie pour pouvoir lancer Matin ? Mais oui, voilà. Comment tu sais ? Mais n'en parle à personne, s'il te plaît. C'est secret. Notre réflexion au début, c'était de lancer à l'été. En se disant, voilà, les gens sont en vacances, ils seront sur leur téléphone. Et on avait prévu de lancer le 30 juin, un truc comme ça. Et puis, quand on a été tous confinés, on s'est appelés. Et puis, j'ai dit, en fait, quand même, l'idéal, ce serait de lancer maintenant. Et puis, j'ai dit ça, mais j'y croyais pas vraiment. J'avais pas de contenu. On n'avait même pas fini de couler la charte. On n'avait même pas encore un dossier de presse. Enfin, on voulait quand même faire un peu de bruit pour lancer cette revue, quoi. C'était quand même un gros truc pour nous chez Dargaud. Et donc, en fait, on s'est dit, bah oui, c'est ça, il faut qu'on le fasse. Et là, perso, le confinement, je l'ai pas passé à rien glander. Hein. Bah ouais, du coup, j'imagine ça a été... Pendant un mois, ça a été d'une densité parce qu'en fait, on a avancé de 3 mois le lancement de Matin. Et donc, j'avais pas de contenu. Et donc, j'ai appelé les auteurs et les autrices. J'ai dit, bah en fait, il faut tomber des planches, les amis, parce qu'on va lancer maintenant. Et tout le monde a compris et tout le monde a dit, bah oui, il faut qu'on lance maintenant. Et d'ailleurs, ça nous a été bénéfique. Parce que la presse a pas mal bruissé de les initiatives sur le numérique pendant le confinement. On a eu Télématin, on a eu des trucs comme ça qui nous ont permis de lancer en parlant de nous. C'est dur de se lancer alors de lancer un nouveau média. Comment t'as préparé un petit peu ce lancement ? Alors si on retrace le compte, on voit qu'à 5 jours avant, vous avez commencé quand même à créer le compte était créé, vous avez fait un décompte, histoire de. Mais après, comment on gère en termes de communication justement ? Qui est-ce qu'on contacte ? Est-ce que Dargaud suffit en fait pour en parler ou Alors ouais, c'est difficile de lancer un nouveau média, mais c'est vrai que une fois de plus, Dargaud est là et donc Dargaud a un service de presse avec une attachée de presse extrêmement bonne et qui connaît très bien son métier. Et puis il y a des rouages. Enfin voilà, on a pu écrire rapidement un dossier de presse. L'attachée de presse a pu faire le boulot ensuite et tout ça. Et puis, au tout début de Matin, on a sponsorisé quelques posts. Une fois toutes les 2 semaines à peu près, on poussait des posts sur le compte de gens qui ne connaissaient pas Matin. Tu vois C'est-à-dire que vous injectez des sous pour que le post apparaisse plus, se diffuse plus sur la plateforme. Ouais, en gros, tu mets 200 € et c'est montré un peu plus de gens, tu vois. Ouais, ok. Donc ça a été... Au début, c'était comme ça qu'on essayait de se faire connaître. Et puis, rapidement, la croissance est devenue ce qu'on appelle organique. Ça y est, je suis vraiment une influenceuse. Moi, maintenant, je parle en termes Insta. La croissance est devenue organique et on n'a plus besoin de pousser comme ça. C'est-à-dire que tu récupères des abonnés de façon continue. Ouais, en fonction des repartages et tout ça. Et puis, il y a quand même un paramètre, c'est que on travaille avec des auteurs et des autrices qui ont aussi des communautés et qui partagent et qui sont contents de participer à cette aventure. Et on s'entraide vachement comme ça. C'est-à-dire que c'est aussi un critère dans la sélection des personnes, c'est faut que le style te plaise, faut que ce qu'ils ont à raconter te plaise, mais tu jettes forcément aussi un coup d'œil à quelle communauté ils ont. C'est-à-dire que forcément, une autrice qui a 250 000 abonnés peut être plus intéressante qu'une autrice qui en a que 50. Alors, une autrice qui a 250 000 abonnés peut m'intéresser. A priori. Mais c'est pas un critère déterminant. Typiquement, Maïté Robert, dont on parlait tout à l'heure, quand je l'ai contactée, elle avait pas plus de 1000 abonnés. Hein. J'aimais juste son style, j'aimais juste son humour. Je me suis juste dit, elle me plaît. Et il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui sortent juste d'école, qui n'ont pas de communauté du tout. Et Tiffaine de Cointet, qui fait Mamie Matin, elle n'avait pas du tout une communauté au début. Donc, oui, évidemment, 250 000 abonnés, c'est archi séduisant. Mais si ça colle pas à Matin, je renoncerai jamais à ma ligne pour racoler. Tu vois, je tiens vachement à ce qu'on ait une ligne qui soit claire, que ce soit cohérent et surtout qu'on s'amuse ensemble avec les auteurs et les autrices qui travaillent pour Matin. Tu vois. Justement, par rapport à la tenue de cette ligne, donc il y a j'imagine des échanges et des relectures que tu fais avec toutes les équipes avec qui tu travailles. C'est quelle mesure de liberté tu laisses est-ce que tu demandes souvent à remodifier des choses Alors, ça dépend vraiment, là encore, des sujets. Il m'arrive Alors, je demande à modifier des choses quand je sais. On est sur les réseaux, donc on a quand même les retours immédiats et on a parfois des retours énervés, agressifs. Donc, je recadre quand je sens que ça peut déraper.
Puis parfois, je vois pas où ça va déraper, et puis ça dérape quand même. Et bon, bah voilà, on nous challenge régulièrement en commentaire. Après, les auteurs et les autrices sont quand même assez libres une fois qu'on a calibré comment on allait construire la série. Au début, je lâche rien. Les 2 premiers épisodes, je lâche rien sur le ton, sur la façon dont on fait, sur la façon dont on va mener le truc. Enfin, tu sais, il y a un fil tu sais, t'as envie de tirer un fil chez les auteurs, les autrices. Tu sens qu'il y a quelque chose et il faut aller chercher. Et puis une fois qu'ils ont trouvé, mais ça roule tout seul. Et c'est super chouette. Et au niveau des retours, justement, tu peux, ça peut influencer un petit peu aussi la durée dans laquelle tu vas continuer un strip en fonction du nombre de likes, de commentaires ou des retours. Ouais, si une série flop, bah, c'est plus marrant pour l'auteur ou l'autrice. C'est pas marrant de se prendre des coups déjà, ou de voir que t'as récupéré que 3000 likes alors que la copine à côté en a 15 000. Enfin, tu vois, c'est pas agréable. Donc, dans ce cas, on s'arrête d'un commun accord. Et puis, c'est vrai que Mamie Matin, typiquement, je tiens énormément à ce rendez-vous. Mythe et Meuf, même si c'est une série dont on a fait un livre également avec La Nuit remue Paris. C'est une série qu'on adore travailler ensemble. Blanche a vraiment trouvé son ton et tout ça. Et donc, même si elle en fait plus qu'un par mois, on continue. Enfin, voilà. Il y a ça aussi qui rentre en jeu, quoi. De pouvoir, mais du coup, c'est-à-dire que tu as aussi toujours des équipes à la limite prêtes à remplacer, mais à reprendre le pas s'il y en a une qui doit sortir, ou juste parce que aussi parfois une équipe va peut-être parfois aussi se dire en fait c'est bon, on a fini ce qu'on avait à dire et on veut plus continuer. Ouais, enfin je dirais pas ça comme ça, en fait je sais pas quels sont les termes. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais en fait je signe des contrats pour 10 ou 15 épisodes et puis je les programme, et puis à la fin du 15e je programme en général pas, je prévois pas qu'il y en aura en suivant. Et ensuite, si jamais on re-signe, ben, je laisse un temps de pause. Donc, c'est des contrats par épisode que vous faites Ouais, ce sont des contrats par saison, on va dire. Je signe 15 épisodes, égale une saison. Et après, si je me re-signe 15 autres, deuxième saison. D'accord. Est-ce que par rapport aux thématiques, parce que moi, il y a un truc que je lisais dans votre dossier de presse aussi, c'est que vous estimez que vous avez une audience qui est aux 3/4 féminine, du coup. Tu penses qu'il y a forcément un lien par rapport aux thématiques qui sont abordées qui intéressent plus tout simplement les femmes, ou aussi qu'il y a un lien par rapport à Instagram qui serait une plateforme plus utilisée par les femmes? Qu'est-ce que tu déduis en fait de cette statistique? Alors je sais, déjà les stats sont apparentes sur le compte, hein, donc je sais qu'il y a 75% de nanas qui nous lisent et qu'elles ont entre 15 et 35 ans. Qu'est-ce que j'en déduis? La Insta est plutôt paritaire, il y a plutôt 50-50. Et pourquoi on attire plus de filles? C'est que je pense que la réponse est toute simple. Si le rédac chef de Matin avait été un homme de 57 ans, il n'aurait pas parlé des mêmes sujets qu'une meuf de 35 ans. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de secret, et donc fatalement, ce public-là est attiré par ces sujets-là. Et même les autrices avec lesquelles je travaille, c'est une question quand même pas mal d'affinité. Puis une fois de plus, je te parlais de Clara tout à l'heure, qui est la community manager. Enfin, tu vois, ces sujets-là nous animent, et donc on attire un public qui est animé par les mêmes sujets que nous. Moi, la question qui m'interpelle toujours sur ce genre de sujet-là, c'est aussi, est-ce qu'à un moment, tu n'as pas l'impression que tu parles à un public qui est déjà convaincu? Alors maintenant, ça, bien entendu, vous êtes parti de rien, on va dire. Maintenant, vous êtes à plus de 90 000 abonnés sur le compte. J'imagine que l'expansion librée, ça permettra aussi d'aller chercher d'autres personnes. Mais moi, c'est toujours ce que j'ai peur, enfin pas peur, mais ce que je me demande à chaque fois sur les bandes dessinées qui ont quand même des thématiques, on va dire, progressistes. C'est, est-ce qu'à un moment, on parle pas qu'il y a des gens, en fait, qui en fait sont déjà au courant sur la majorité des sujets, et que ça empêche en fait d'aller forcément, tu vois, de parler à plus de monde. Oui, je comprends très bien ce que tu veux dire, et volontairement. L'enjeu, c'est de pas parler un langage militant. Par exemple, il y a très peu d'écriture inclusive, qui est un peu excluante, parce que les gens ne sont pas encore totalement habitués. Ça, c'est vrai que tu auras une poignée souvent de gens qui seront amenés à l'exprimer vocalement, qui n'aiment pas ça. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Attends, ce strip-là, il était en inclusif, je l'ai pas lu, ça m'énerve. » Et en fait, juste tant que les gens... Nous, notre mission, c'est pas d'introduire l'inclusif dans l'écriture courante. Enfin, voilà. Nous, notre mission, c'est de parler de sujets qui nous importent. Donc, pour ça, s'il faut renoncer à l'inclusif pour ça, c'est OK.
parce que l'objectif, c'est justement de ne pas s'adresser uniquement à un public militant, mais au contraire d'ouvrir ces questions à un tas d'autres personnes. Et je pense que, même j'en suis sûre, en commentaire et tout ça, qu'on n'est pas lu que par des militants. Enfin, des militants, je dis militants, mais des personnes engagées, parce que c'est pas, on peut être engagé sans être militant, et voilà. En revanche, on peut pas être militant sans être engagé, mais ça, c'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est que je pense pas qu'on a un public acquis à la cause, et que souvent, on a un prisme de lecture qui correspond à nos convictions. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des gens qui voient pas toujours que ce propos-là est engagé, et qui juste ont lu un strip parce qu'ils s'intéressent, que c'est une fenêtre ouverte sur le monde, que ça raconte la société, et ils le prennent avec attention. Tu vois ce que je veux dire? Je suis claire ou pas? Oh ouais. Mais c'est parce que ça reste quand même des sujets qui sont dans des veines militantes de toute façon, parce qu'enfin tu parles de contraception masculine, d'écologie, mais pas justement pas que sous l'angle de oui, il faut couper le robinet quand tu te brosses les dents. Ça va quand même plus loin en fait dans les sujets. Et même justement la relecture Mythes et Meufs qui retrace en fait les destins de personnalités historiques ou fictives par un prisme, par une vision, un regard féminin en fait, enfin même féministe. C'est quand même quelque chose qui du coup veut changer un petit peu quand même pas mal de choses sur des sujets qui sont déjà traités mais qui sont pas forcément traités de cette façon-là. Ouais, et tu mets aussi le doigt sur un sujet important. L'idée, c'est, tu vois, on parle beaucoup de féminisme aujourd'hui, mais je cherche toujours la singularité dans un projet. C'est-à-dire, ok, on va parler de ce sujet, mais comment on va le faire d'une façon qui n'a pas été battue et rebattue? Qu'est-ce qui va être nouveau? Tu vois, typiquement, ne pas se couper l'eau quand on se brosse les dents. Enfin, ça n'arrivera jamais sur Matin. Ça m'intéresse plus de savoir comment Julien Sanaga essaye d'appliquer un régime locavore pour essayer de repenser son circuit de distribution. C'est une série qui s'appelle Locavore. Et cet auteur-là, il est incroyable. Il a décidé de ne se nourrir qu'à 200 km avec des produits réalisé qu'à 200 km autour de chez lui. Quitte à faire son propre fromage, ce qui a l'air absolument horrible comme horrible. Process. Et des yaourts au pissenlit et tout ça. Mais il teste, tu vois. Et puis bon, il va renoncer au fromage, il va renoncer au yaourt au pissenlit. Et puis bon, évidemment, il outre, il exagère un peu son quotidien pour cette série. Hein. Mais ça m'intéresse plus, ça, de voir jusqu'où on peut aller, puis ça réinterroge le monde et ça réinterroge le système global, les circuits de distribution, notre rapport à l'alimentation. On sait plus faire par nous-mêmes en fait. Et ça, je trouve que ça plus profond, plus intéressant, plus singulier que comment je fais du zéro déchet dans ma cuisine. Ça, il y a plein de livres là-dessus et qui sont beaucoup mieux faits que ce qu'on fera jamais sur Matin. D'accord. Et il y a quand même aussi des thématiques qui sont en relation avec la sexualité et on sait quand même que Instagram, c'est une plateforme qui a du mal avec ça. J'ai même été surpris de voir que le post de Mythes et Meufs sur les Amazones avait laissé passer la nana qui montre un sein en premier lieu, alors que d'autres, justement, en fait, ont été censurés. Vous avez eu des problèmes de censure avec la plateforme alors que vous parliez juste de contraception pour les meufs ou pour les mecs. Ouais. Alors, on a été censuré 2 fois avec une série qui s'appelle Friponnerie. Voilà. Marie-Paul Noël et Gali, qui pourtant se sont tellement amusés à faire cette série, et moi avec. Et où en fait, l'idée, on a découvert un concept qui s'appelle l'écosexualité. Et il y a des gens qui essayent d'appliquer une sexualité écologique. Et en fait, ça nous a fait marrer d'en parler. Et donc, par exemple, comment tu prépares ton corps à l'amour sans utiliser des produits achetés en supermarché, ou comment tu te contraceptes. Enfin voilà, il y avait plein de façons rigolotes d'aborder le sujet. Et en réalité, en plus, on avait vraiment pris soin de pas montrer de tétons et tout ça. Enfin, une fois de plus, on est sur une plateforme et on fait le choix de jouer le jeu de cette plateforme. Donc on est obligé, on est contraint, même si ça nous déplaît. Enfin, dans ce cas-là, on va ailleurs, tu vois. Et en fait, Instagram n'a pas supporté une jarre de corps nus avec des gens qui faisaient en. Mais ils étaient même pas en train de baiser. Hein. Il se passait rien. Hein. Enfin, mais ça, c'était trop explicite. Donc là, on a été censuré une fois. Et une seconde fois, alors qu'un couple parlait de contraception et était sûr, et on allait en venir à parler de vasectomie. Et le couple disait, on est sûr et certain qu'on veut pas d'un enfant. Et donc, ce qui se passait, c'était qu'une petite fée prenait un bébé et le jetait à la poubelle. Mais donc, elle jetait pas le bébé, elle jetait le projet de bébé à la poubelle. C'est ça que permet la bande dessinée aussi, c'est de figurer des choses. Et ça, alors là, Instagram n'a pas du tout supporté.
Alors, est-ce que Instagram a pas supporté ou des lecteurs et des lectrices lecteurs, de matin ont dit oh là là, il y a un enfant qu'on jette à la poubelle. On peut heurter, hein. On sait qu'on aurait effectivement peut-être qu'on a heurté des gens qui ont un profond désir d'enfant, mais là c'était même pas le sujet, c'était le projet d'enfant qu'on jetait à la poubelle et on a fait le choix d'une image et elle était cynique, elle était rigolote, mais bon voilà. Et donc quand on est censuré plusieurs fois sur Instagram, ça saute. Ouais. Alors avant de sauter, on est shadowban. Ça veut dire que on nous cache. On ne sort plus dans les comptes des lecteurs et des lectrices. Si tu tapes matin, même si t'es abonné. Si tu tapes matin sur ta barre de recherche, tu vas avoir tous les comptes qui ont le nom matin quelque part, donc même le compte avec 0 abonné. Et nous, on apparaît, mais tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. On finit par apparaître, mais tout en bas. Et donc, t'es puni pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et moi, ça m'a mis dans une colère, mais noire, parce que ça veut dire que tous les auteurs et les autrices qui passaient en suivant étaient punis, quoi. Étaient punis, alors que... Et puis même Gali et Marie-Paul, hein, elle était super, leur série. Elle était pas... On avait réfléchi à plein de trucs, à comment pas heurter, à comment machin et tout. Mais et puis donc on n'a même pas pu finir cette série. Je connais Marie-Paul, mais on sait qu'elle est engagée sur ce sujet-là de ouf et qu'elle saura en parler. Donc, mais oui, elle avait le bon langage. Marie-Paul, on savait très bien comment qu'elle allait mener ça exactement comme il faut, sans heurter personne. Et donc, on n'a même pas pu finir de passer la série. C'est hyper énervant. Voilà. Tu t'es dit, non, mieux vaut pas continuer alors, parce qu'en fait, on va se faire striker. On en a parlé toutes les trois, et on s'est dit, bah voilà, on va pas casser le compte pour un épisode supplémentaire. C'est trop dommage, mais voilà. Parce que c'est la 3e fois, c'est que tu sautes alors. Tu sautes, ouais. Ouais, putain, pardon. Non, franchement, c'est quand même tout ce boulot pour ça. C'est un peu rageant. Ouais, et c'est pour ça que j'ai vu que vous aviez créé un compte de secours quand même. Ouais. Au cas où, parce que vous vous méfiez, mais parce que aussi, vous pouvez avoir, c'est pour ça aussi, pas le danger, mais le risque qui peut être quand même pris, même si je pense que Instagram est peut-être un peu plus bienveillant que d'autres plateformes comme Twitter ou Facebook. Mais c'est que par exemple, tu pourrais, même sur la série, sur la contraception masculine, tu pourrais avoir des mascus qui se diraient, non, on va faire sauter en fait votre publication en signalant en masse, et parfois les algorithmes font juste, réfléchissent même plus en fait à partir de, j'imagine qu'un certain nombre de signalements fait qu'une publication peut sauter, et c'est le risque que vous encourez quand même, et perdre plus de 2 ans de travail et quasiment 100 000 abonnés, on imagine que parfois peut-être que tu y penses et ça t'empêche de dormir. J'allais te dire, il m'arrive de faire quelques insomnies en me disant putain, demain on passe tel sujet, et si on saute ça va être vraiment relou. On peut subir des raids. On peut subir des raids, et ça a été le cas de... Il y a un auteur qui s'appelle Livio, La Vie Moderne. Je sais pas si tu vois ce compte, il a plus de 120 000 abonnés. Et un jour, il a subi un raid de mascu parce qu'il prenait parti avec La Nuit Remue Paris, qui fait Mythe et Meuf. Ils ont fait une collab sur un sujet dont je me souviens plus tout à fait le thème, mais en gros, c'était féministe, quoi. Et le harcèlement de rue, je me souviens plus. Ouais. En tout cas, les mascus. Un truc qui excite bien les mecs en général. Ouais, c'est ça. Et les mascus qui suivaient Livio et qui étaient bien contents de suivre un bonhomme qui les faisait marrer, en fait, ils ont fait un raid. Et c'est infernal. Il a été shadowban. Il a pas sauté. Hein, d'accord. Mais justement, parce que tu dis clairement, on est sur une plateforme, donc on joue avec les codes et les obligations de la plateforme, mais est-ce que aussi ce genre de moyen de pression, ça peut te faire faillir dans l'envie que tu as de mener ta ligne et d'aborder les sujets? Je suis obligée de me censurer. Okay. C'est obligé. Et puis même parfois, quand on veut faire de l'humour un peu grinçant ou acide, on est contraint de se censurer parce qu'on a les réactions immédiates des commentaires des gens, et s'ils sont heurtés, ils peuvent te pourrir ta publication, et derrière t'as un auteur ou une autrice qui est dévasté. Ouais, on est obligé de se censurer, ouais. Mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu de l'immédiateté, c'est le jeu du réseau. Moi, quand ça me met en colère, je me dis ouais, ma grande, mais c'est l'acté, quoi. Et tu penses, parce que tu dis c'est le jeu, mais personnellement, je suis pas forcément d'accord que ça devrait être le jeu, en fait. Parce que, en fait, c'est des comportements vis-à-vis des médias ou même des éditeurs, en fait, qui devraient pas avoir lieu. En fait, que quelque chose, alors après ça dépend, que c'est ta façon d'être heurté, parce que chacun a ses sensibilités, mais ces comportements de raid ou de pourrir en masse, en fait, des comptes d'auteurs, d'autrices ou de maisons d'édition, ça devrait pas être le jeu, en fait, non? Non, alors oui, je disais pas c'est le jeu, le harcèlement, les raids, ça c'est dégueulasse, ça c'est insupportable, puis c'est tellement nier le travail des gens et tout, enfin bref. Ça c'est pas le jeu. Ce que je voulais dire, le jeu c'est de se censurer parce que tu peux avoir tu peux heurter des sensibilités, quand je disais on peut faire des blagues un peu acides qui
typiquement le bébé qu'on jette à la poubelle et tout ça. Le fait de se censurer par rapport à ça, parce qu'on est dans l'immédiateté, parfois tu te censures là où tu l'aurais pas fait en papier, tu vois, parce que tu as les retours immédiats des gens et tout ça. Et l'autre jeu dont je parlais, c'est qu'on est sur une plateforme qui fait partie d'une boîte privée, qui a des règles qui ne nous conviennent pas, mais auxquelles on se plie parce que c'est cette plateforme qui nous offre la visibilité. Ouais. Mais c'est compliqué. Intellectuellement, je trouve que parfois c'est renoncer, quoi. Il y a des concessions, ouais, c'est ça, c'est que tu dois faire des concessions par rapport à tes envies et la réalité, en fait, des choses. Mais si t'es malin, tu peux quand même passer tes messages et continuer à exister. J'avais vu que notamment par rapport à Freepornery, vous aviez passé les strips en stories, parce qu'en stories, vous ne pouviez pas vous faire avoir. Ouais. En story, on sait pas, mais on a tenté le coup. Ouais. Et puis en plus, on mettait des censurés partout. Ouais. On a censuré le bébé, en l'occurrence. On a censuré la jarre de gens qui avaient envie de baiser. Et puis on a, voilà, et c'est tout. Et c'est passé. Ouais, d'accord. Justement, on a commencé ce podcast en disant que Matin est aussi né du constat que finalement la BD papier n'allait pas mourir. Et d'ailleurs, c'est un des rares secteurs, enfin pour moi, c'est même le seul secteur culturel qui sera jamais remplacé par du tout numérique, au contraire de la vidéo ou de l'audio. Et justement, vous finissez par lancer des albums au format papier. Et la boucle est bouclée. Parce que on est avant tout un éditeur de papier. Et donc, c'est hyper réjouissant de pouvoir publier. Donc là, on sort un nouveau label qui s'appelle Matin et qui reprend des strips et des séries de Matin pour en faire du livre. Donc le label est en format carré pour faire écho au format carré d'Instagram, avec des couvertures avec beaucoup de fond blanc pour évoquer un peu vraiment l'univers d'Insta. Et donc on republie en papier ces séries avec du contenu supplémentaire bien sûr et du texte. Et donc on présente ça vraiment comme des essais dessinés, parce que ce sont des points de vue, il y a des partis pris, ce sont des formats hybrides qui mélangent de la BD, du texte, et on essaye quelque chose, on innove donc en essayant de retomber sur nos pattes, entre guillemets, en tant qu'éditeur, comment on transforme ce laboratoire en papier. Parce qu'il y avait une question de modèle économique peut-être aussi, puisque comment est-ce qu'on réunit, enfin, autant vous rémunérez les auteurs pour venir sur Matin, et donc vous gagnez en visibilité, enfin en termes d'abonnés et tout ça, mais comment est-ce que ça se monétise? Enfin, avant l'édition papier, il n'y avait pas de secteur, de vrai modèle de rémunération pour vous en tant que média? Alors, Matin, c'est de la recherche et développement. Ouais. Donc, Matin peut être porté par une boîte comme Dargo parce qu'elle a les reins solides pour le faire. Et oui, on paye tous les auteurs. Tous les auteurs au même tarif d'ailleurs. Comme en permaculture, on parle du principe que le bœuf a autant de valeur que la petite abeille, et donc l'abeille qui sort d'école est autant payée que l'auteur qui a publié 15 bouquins. Ceci étant posé, notre modèle économique, évidemment qu'à terme, on avait envie de faire des livres avec les auteurs et les autrices qui allaient participer à cette aventure. On savait juste pas comment. Et puis ensuite, on est en train de développer d'autres façons de retomber sur nos pattes avec des partenariats et tout ça. Oui, parce que pardon, je te coupe, mais c'est vrai qu'il y a même certains de vos strips, de vos séries qui sont faits en partenariat avec des organisations, avec des associations. Ouais. Action contre la faim, La Ruche qui dit oui, la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, tout ça, ce sont des partenaires avec qui on travaille ensemble, qui sont des partenaires affinitaires avec la ligne de Matin, naturellement, et on réfléchit ensemble aux sujets qu'on a envie de porter, et ces partenaires sont aussi des partenaires financiers. Et vous avez même monté un festival, il me semble, il y a pas longtemps, à l'heure où on enregistre ce podcast, plutôt dans l'année, avec des expositions. C'était mon autre question, c'était vu que c'est un format de BD qui est quand même essentiellement numérique, et j'imagine que beaucoup de ces auteurs et autrices travaillent directement en numérique, pas forcément en tradi. Qu'est-ce qu'on expose? Alors, juste des impressions? Oui, l'exposition, c'était des impressions de planches, mais en fait, on l'a pas montré, cette expo, mais on en a une effectivement qui tourne. Là, c'était vraiment Matin en IRL, quoi. Donc, il y avait un atelier sur le journalisme et la bande dessinée avec Tiffaine de Cointet, dont on a parlé plusieurs fois tous les deux, donc qui est l'autrice de Mamie Matin, et Sarah Lecoq, qui est une journaliste et qui fait la série What the Fuck sur Matin. Et donc là, c'était un atelier sur comment on construit un strip en 10 cases pour parler d'un sujet parfois lourd, parfois compliqué et tout ça. Il y avait un atelier pour coudre son slip contraceptif avec Bobika.
Ça, c'était très marrant. Il y avait des rencontres avec des auteurs, des autrices sur des sujets et des dédicaces avec nos livres. Donc, c'était vraiment matin IRL et ça a super bien marché. C'était trop sympa, très festif. Et une fresque en live faite par Avalon Lewis. C'était très bien. Parce que même dans l'accompagnement éditorial qu'il y a, en fait, il y a pas mal les textes que vous mettez aussi dans les bouquins sont parfois repris directement des publications. En tout cas, pour Mythes et Meufs, il y a des encarts qui sont rajoutés, mais c'est aussi des choses. Mais ce qui est aussi un des points particuliers aussi, c'est que tu viens de mentionner le mot journaliste, mais c'est qu'effectivement, au-delà des associations avec lesquelles vous travaillez, il y a aussi parmi les équipes créatives, en fait, des journalistes ou des chercheurs, mais parce qu'en fait, il y a aussi, c'est vrai, j'aurais dû peut-être l'aborder un peu avant dans la thématique, mais ce travail de fond qui est fait aussi derrière les sujets, où en fait, c'est des points de vue, mais qui sont appuyés par des données, par des ressources en fait, et des bibliographiques aussi. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel vous mettez un point d'honneur à travailler. Ah oui, c'est super important. Il y a des experts et des journalistes qui participent à Matin. Par exemple, on a un sujet sur la psychiatrie qui est relu et commenté par un psychiatre. Le sujet sur la pollution lumineuse est relu et commenté par un astrophysicien. Le sujet, Sarah est journaliste, mais c'est pas la seule. Tu parlais des textes de Mythes et Meufs, Blanche, c'est elle qui les écrit et elle a fait des études. Elle a des études de sociologie. Elle a fait des études de sociaux. Voilà, c'est super important. Et quand il n'y a pas cet appui-là, donc c'est moi qui vais assurer ça. Donc la relecture est archi attentive, le texte qui l'accompagne et j'essaye de le faire le plus rigoureux et tout en rappelant que là on est allé chercher des sources dans tel journal, dans tel machin et tout ça, voilà, et que nous on se positionne pas en expert de tout et tous les. C'est ce que j'allais dire, tu es devenu expert de tous ces sujets. Si tu dois faire la relecture à chaque fois, c'est que tu es obligé aussi toi-même de faire plein de recherches. Alors. À fond, c'est archi passionnant. Mais il faut jongler. Hein. Il faut jongler rapidement et parfois. Parfois, il y a des failles, quoi. Et dans ce cas-là, on prend soin de le préciser quand même en description. D'accord. Donc, je reviens maintenant au bouquin. Pourquoi ces trois-là pour démarrer? Donc, comment s'est faite la sélection de ces trois-là? Donc, Plastique et Tac, Mythes et Meufs et Procrastination écologique. Alors, Plastique Tactique, elle était... pas Plastique et Tac. Oui, c'est très bien. Pardon. Plastique Tactique, Tac même. Il y a un dernier Tac à la fin. La série était terminée. Il y avait un vrai travail qui avait été engagé. Ça aurait été trop dommage de ne pas aller au bout. Par ailleurs, on était soutenu par une fondation, la fondation Heinrich Böll, qui est éditrice d'un document dont s'est beaucoup servi Capucine Dupuis, l'autrice de la scénariste de Plastique Tactique Tac, qui s'appelle l'Atlas du plastique. Et donc en fait, très rapide, c'est venu très naturellement de se dire il faut qu'on en fasse un livre. On a toute cette matière, on pourrait faire quelque chose de vraiment fort. Mythes et Meufs, c'est venu aussi très vite parce que c'était la série qui cartonnait le plus au moment où on a commencé à décider ce qu'on allait faire, qu'on avait déjà toute cette matière et que ça collait. Vous n'avez même pas tous publié, il en reste des qui sont pour l'instant encore exclusifs à Instagram, et j'imagine qu'il y a peut-être un volume 2 qui sera à venir. Peut-être, si le livre marche bien, pourquoi pas. Enfin, tu vois, une fois de plus, on s'interdit rien puisqu'on construit, on invente tous les jours en fait. Hein. Et donc Mythes et Meufs, oui, il y en a des nouveaux, il y en a plein de nouveaux qui arrivent. Avec Blanche, on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Et Procrastination écologique. Pareil, elle marchait hyper bien, elle est trop drôle, elle est trop... Enfin voilà, c'est venu assez naturellement. Maintenant, il y a Bobika avec la série Le Cœur des Aubes qui sort en septembre et Sandrine Deloffre avec la série Sandrine et Flubus contre les maltraitances animales qui sort en septembre aussi. Et l'année prochaine, il y aura au moins la permaculture et l'école des lettres. Ouais. Et ça, c'est aussi alors en fonction de... Qu'est-ce qui a le plus marché ou qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant sur le papier? Il y a ce qui a bien marché, mais pour le coup, c'est pas c'est un critère évident, hein, on en revient à ça, mais c'est pas le critère déterminant parce qu'il y a des séries qu'on va publier en papier qui sont pas les best séries de Matin, mais qui en revanche nous semblent être importantes de porter sur le papier, sur lequel on a envie de développer des choses et tout ça. Alors comment on axe la communication quand on passe d'une plateforme numérique à un tout autre secteur, celui du livre physique? Eh ben on fait le choix d'en faire une fête, de dire la boucle est bouclée, regardez, Matin existe depuis 2 ans. Parce qu'ironiquement et en même temps pas totalement coïncidence, ces livres sont sortis le 15 avril 2022 alors qu'on a lancé le 15 avril 2020. Et c'est un super moyen de communiquer, de dire voilà,
on retombe sur nos pattes. On est content que les libraires nous découvrent aussi par ce biais-là, parce que tous les libraires connaissent pas Matin. Vu leur âge, non, effectivement. Voilà, c'est ça. Que... et puis, c'est un super prétexte pour faire connaître et la revue et les livres. Enfin, il y a une spirale assez vertueuse qui se met en place. Toi, par exemple, tu as peut-être découvert la revue en découvrant les livres. Enfin, voilà, complètement. Voilà, c'est ce genre... la communication, en fait, est assez fluide. Ça permet de faire des dédicaces avec vos auteurs et autrices aussi, j'imagine, de mettre ce genre de choses en place. Mais c'est aussi quelque chose qu'il faut travailler après avec votre diffusion, alors, pour faire connaître ça auprès des libraires. Il y a un message particulier que vous avez donné aux diffuseurs pour qu'ils défendent ce titre? Oui, alors le diffuseur suit Matin depuis le début, en l'occurrence notre diffusion, parce ils sont dans nos bureaux, on se connaît tous très bien, voilà. Donc déjà la diffusion, ça arrivait pas de nulle part. Quand on a présenté les livres, ils nous voyaient, ils voyaient Matin grandir, et voilà. Sur le message, ce sont des livres qui sont... On tient à montrer que ce sont des livres qui sont une fenêtre ouverte sur le monde, que ça fait 10 ans que Dargaud n'a pas sorti un label ou une collection. La dernière fois, c'était Poisson Pilote, encore un écho à Pilote. Et donc, on est heureux de le faire avec Matin. Et puis c'est un pari aussi pour la diffusion de s'engager sur un format hybride comme celui-ci, une fois de plus, des essais dessinés qu'il faut savoir vendre. Mais ils sont bien embarqués dans le jeu et on va voir ce que ça donne. C'est toi qui t'occupes aussi de la direction, parce que on parlait des bouquins carrés qui évoquent le réseau social, mais même en termes du choix de la matière pour la couverture, c'est toi qui supervise aussi un peu tout ce qui est fab alors c'est la directrice de la collection Matin, donc, qui s'appelle Pauline Mermet, qui s'est vraiment occupée de faire de ces... qui a mis ce projet sur du papier, et elle l'a fait avec talent et énergie. Et on a parlé tout du long de ce processus, parce que c'est beaucoup plus sain de parler que de faire chacun de notre côté. Et comme je lui parle souvent de mes projets sur Matin et qu'elle nourrit ma réflexion, j'ai essayé de nourrir la sienne. Mais c'est vraiment Pauline Mermet, la directrice de collection de cette série. Donc c'est elle aussi qui choisissait le nombre de cases que tu pouvais mettre sur une seule planche, puisque par exemple entre Mythe et Meuf, c'est pas la même chose, où parfois t'as 4 strips qui sont sur une seule page, alors que pour Procrastination écologique, c'est 1 ou 2. D'ailleurs, parfois les textes, j'ai l'impression, étaient remodulés pour faire toute la largeur d'une page, alors qu'ils prenaient peut-être moins de place. Oui, et c'est elle, mais accompagnée aussi du studio graphique de Dargaud, qui s'est hyper impliqué, parce que c'est une fois de plus, ce sont des livres qu'on apprend à faire, puisque nous, on fait de la BD, quoi. Et donc le studio graphique s'est super impliqué dans ce projet. Le directeur artistique de Dargaud, Philippe Ravon. Enfin, c'est toute une machine qui s'est mise en œuvre. Il y a rien qui se fait tout seul. Enfin, dès lors qu'on est une équipe, on fait appel à tous les talents et toutes les personnes qui sont capables de faire de cet objet un bel objet. Voilà. Et alors, autant pour Procrastination, vous avez tout publié, enfin vous avez tout regroupé dedans, et pour Plastic Tic Tac aussi. Par contre, justement, je disais que Mythe et Meuf, il y en a certains qui étaient inédits, mais pas forcément parmi les plus récents. Donc c'est aussi, il y avait un travail de sélection. C'est toi qui décidais ce qui serait dedans, ou c'est avec Blanche que vous avez décidé qu'est-ce qui allait à l'intérieur? Oui. Alors Blanche a quand même a proposé une trame qui a ensuite été réfléchie, validée, remodulée avec Pauline. Moi vraiment de loin, une fois de plus là-dessus. C'est-à-dire que toi, c'est vrai que toi tu gères vraiment que la partie. Moi je suis Matin quel journal. Mais il y a tellement de passerelles que, enfin, tu vois, on est à côté, on est des bureaux juste à côté avec Pauline. Oui, non, heureusement que vous parlez. Oui, c'est ça. Ce serait vraiment triste de pas le faire. Mais donc c'est le sommaire, la façon dont est construit le bouquin et tout ça, c'est Blanche avec Pauline et l'accompagnement du studio graphique. D'accord. Puis une dernière question, recevoir le trophée Livre Hebdo de l'innovation numérique, ça fait plaisir? Ah ouais, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment une reconnaissance de la profession qui est trop motivante, quoi. En fait, on a eu plusieurs reconnaissances. D'abord au Festival d'Angoulême, on a eu au Pavillon Jeunes Talents, j'ai animé 3 conférences. On a pu faire des ateliers avec les autrices pour faire des livres en live, des strips en live. Donc déjà, le Festival d'Angoulême nous a super bien accueillis. Et 2 mois plus tard, le trophée d'édition au titre d'innovation numérique.
Et ce qui est tellement paradoxal, c'est d'avoir innové sur Instagram, en fait. Il y a quelque chose de curieux et d'amusant. Ouais, c'est très valorisant. Parce qu'on n'a pas trop vu encore de copies, en fait, de la part des autres maisons d'édition. Donc, pour l'instant, vous êtes un peu les rois du domaine, on va dire. C'est pas quelque chose que tu... Enfin, pas que tu as peur forcément, mais que tu dois être sur tes gardes aussi en disant que forcément l'innovation, enfin les récompenses, ça attire, l'originalité, ça attire toujours, il y a toujours des copies. Donc, mais pour l'instant, ça va, vous êtes encore un peu serein. Pour l'instant, on est seul. Après, je sais que ce sont des projets longs à mettre en place, qu'il faut réfléchir. Si nos collègues et concurrents se lancent, ils se lancent. Enfin, qu'est-ce que tu veux, c'est le jeu. Mais et puis je sais aussi qu'ils font aussi qui contactent aussi beaucoup d'auteurs d'autrices sur Matin parce que ce sont des nouveaux talents et voilà. C'est le jeu. Ça fait partie des risques du métier, comme de sauter sur Insta. Très bien. Et quel avenir alors ? Qu'est-ce que tu vois là ? Parce que j'imagine que ça va continuer, ça va pas s'arrêter en 6 prochain. Tu vas pas faire bon, c'est bon, 2 ans, on a fait le taf, au revoir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'avenir pour 2022 ? Alors déjà, vraiment installer la collection papier, qu'elle soit reconnaissable, que ce soit peut-être un rendez-vous pour des lecteurs, des lectrices, continuer à croître nous, et puis des pistes de développement que je garde pour moi pour l'instant. Je veux pas trahir le secret professionnel dans un podcast, c'est vraiment incompréhensible. Décidément, les gens sont beaucoup trop professionnels. Merci beaucoup Clotilde de nous avoir accordé de ton temps pour parler de ça. Donc un seul lien à vous communiquer si vous avez suivi a priori cette émission, c'est donc Matin, quel journal sur Instagram. Il y a un strip tous les jours à 7h07. D'ailleurs, on va pas poser la question de pourquoi 7h07. Et pourquoi pas ? Ouais, c'est ça, juste pourquoi pas. Et donc, il y a 3 premiers albums qui sont disponibles aussi en librairie dans la collection Matin que vous pouvez donc découvrir parce qu'ils sont déjà, ils sont déjà dans les rayons. On espère que cette émission vous a plu et qu'elle permet de vous intéresser à cette nouvelle façon de faire de la bande dessinée et aussi de communiquer sur des sujets importants par le prisme du dessin. Et puis, si vous appréciez cette émission de notre travail, on vous rappelle que la seule chose à faire, c'est de partager cette émission sur les réseaux sociaux, tout simplement d'en parler autour de vous, d'en parler à votre libraire également, pourquoi pas, ou à votre coiffeur. Vous faites vraiment ce que vous voulez et nous avons également une page Tipeee ouverte 24h/24 pour nous aider à voir l'avenir de façon sereine et à pérenniser le podcast. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous très bientôt pour le prochain podcast. Au revoir.